La Cité européenne des scénaristes présente... Le principe du doublage, pour moi, c'est un ressenti. C'est-à-dire qu'on écoute une scène, on ressent une émotion. Et notre travail, quel que soit le moyen, on doit reproduire au plus près cette émotion. Mais ça peut passer par une voix différente, un acteur différent. Les comédiens de doublage et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier, son rapport particulier au texte. Un scénariste qui va avoir écrit un épisode d'une série d'animes, il va avoir eu la chaîne, le réal, tout le monde qui va avoir dit l'ayant droit. T'as pas le droit d'écrire ça, non moi je veux ci, je veux ça. Ça va finir peut-être parfois par enlever la créativité de ce scénariste qu'il l'avait au départ. Et quand ça arrive sur le plateau, nous on se dit c'est pas drôle ça. Et on fait attends, on va écrire une blague. Et elle va passer. Parce que le dessin animé est terminé et que tout le monde arrive à se projeter puisque maintenant c'est un projet fini. Leur métier, non seulement doubler des personnages en français, que ce soit en création de voix originale ou en adaptation de voix étrangères, mais aussi superviser des doublages de films et de séries dans leur ensemble. Dans ce 34e numéro de l'émission, la parole est à des comédiens de doublage munis de la double casquette direction artistique de doublage. Quel est leur rapport au scénario ? À eux trois, mes invités du jour ont travaillé sur d'innombrables séries, parmi lesquelles, au hasard, Only Murders in the Building, The Last of Us, Anatomie d'un divorce, The Mandalorian, Mad Men, Game of Thrones, Friends, Buffy et bien d'autres, et sur d'innombrables films, parmi lesquels, au hasard, Oppenheimer, Cruella, Ernest et Célestine, la saga La Planète des Singes, Promising Young Woman, The Fabelmans, Super Mario Bros et bien d'autres, pardon pour l'accent anglais terrible. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Et d'abord, un petit aparté autopromo pour rappeler aux aspirants scénaristes qui nous écoutent que l'offre de formation continue S comme scénario de la Cité européenne des scénaristes s'étoffe avec par exemple ces prochains mois les 5 situations clés du métier de scénariste et écrire les dialogues d'une série quotidienne. Des formations toujours dispensées par des experts de leur sujet et pouvant être prises en charge par l'AFDAS. Lien en description pour en savoir plus. Sur ce, place à la discussion avec les comédiens de doublage enregistrée en juin 2024. Valérie Siclet, je suis comédienne, directrice artistique et il m'arrive de faire quelques adaptations pour du doublage. J'ai fait la voix de Blanche-Neige. Je suis la voix plutôt officielle de Michelle Williams et Amy Adams. Céline Ronté, je suis donc aussi comédienne et directrice artistique et j'interviens aussi beaucoup sur l'écriture des dialogues en animation française sur les projets que je dirige. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement ? La rivière à l'envers, par exemple, avec Dandelou et Paul Leluc. En comédienne, je suis la voix officielle d'Ashley Tisdale, de Lizzie Kaplan. Voilà. Hervé Ray, comédien, directeur artistique en doublage, metteur en scène. Et au niveau des voix, moi je suis très fier d'être la voix de Peter Pan de Disney. Ok. Et aussi de Porcinet. Ok. Voilà. Après, je double pas de comédiens très connus, ce qui est, je trouve, assez bien, parce que ma voix finalement est identifiée à des personnages intemporels et ça me va bien, puisque ma voix est restée assez jeune. C'est pas mal. Et puis en direction, là récemment j'ai fait La Planète des Singes, comme les 3 d'avant. Est-ce que vous vous souvenez du premier personnage que vous avez doublé et comment vous l'avez vécu ? Comment c'était ? Alors moi je m'en souviens très bien et c'était avec Hervé justement, donc comme ça... Allons-y. C'était sur la série Farscape et je ne m'y attendais pas, j'étais venue pour observer. J'étais toute jeune comédienne et tout d'un coup Hervé me dit tu vois le personnage, alors je ne me souviens plus du nom du personnage quand même il y a 25 ans, mais il m'a dit c'est pour toi. Et je me suis lancée. Et c'est grâce à Hervé que je suis là. Et comment c'était du coup ? Comment t'as vécu ça ? J'ai pas eu le temps de réfléchir, c'est ça qui a été très bien dans cette méthode. C'était sur le moment, c'est ça que Hervé m'a vraiment dit... non, je lui ai fait la surprise. Voilà, c'était une surprise et il m'a dit non mais c'est toi, tu vas la faire. Donc j'ai fait quoi ? Je me suis levée et je l'ai faite. Et puis c'était dur en plus, hein. Je me souviens, c'était un gros tunnel. Il y avait beaucoup de textes. Mais t'étais comédienne à l'époque ou pas ? Je faisais du théâtre. Okay, en fait, on vient tous du théâtre ou du tournage, et très souvent du théâtre. Okay, ouais. Donc j'avais la chance de jouer une pièce avec des gens dans la distribution qui faisaient du doublage et qui m'avaient dit viens voir. Et donc j'étais venue voir. C'est là où j'ai rencontré Hervé qui après donc m'a fait cette surprise pas mal sur son plateau et ça m'a porté chance puisque ça fait 25 ans que j'ai pas arrêté. Super. Je précise que j'aurais pas pris le risque avec quelqu'un qui est pas comédien en fait. Ok, c'est mais bon et ça. puis surtout les gens qui sont pas comédiens ont
on leur laisse moins de possibilités qu'aux comédiens. C'est normal. Puis elle était prévue, il y avait son contrat et tout, c'est juste qu'elle le savait pas. Moi, il m'avait dit, viens assister, comme ça tu vas apprendre, tu vas voir les autres travailler, tu vas voir comment ça se passe. Je travaille surprise, je connaissais connaissais pas pas ça. ça. Un boulot. Les autres? Je me souviens de l'endroit, je me souviens du directeur artistique. C'était au studio Marcadet, c'était avec Gérard Cohen qui est décédé il y a quelques jours. Ah, je l'apprends. Je savais pas du tout. Il est décédé là il y a 3 jours. Qui était un grand directeur artistique qui a fait des centaines de films tout au long de sa carrière et des très beaux films généralement. Ouais. En fait, je tournais avec un comédien qui s'appelle Damien Boisseau, qui est la voix de Matt Damon. Ok. Il m'a dit, en fait, on cherche une petite fille. J'avais 9 ans. Hein. On cherche une petite fille pour faire un rôle sur un doublage. Ils font passer des essais et il m'a proposé d'y aller. J'y suis allée et voilà. Ok, donc tu étais comédienne aussi, à 9 ans tu voulais faire un peu de théâtre. Je tournais déjà pas mal, ouais. Moi, j'ai fait mon premier tournage à 10 ans et je me suis post-synchronisé sur le tournage parce que je me souviens, des comédiens avaient une extinction de voix, donc on était obligé de post-synchroniser toute la scène. Et c'était vraiment l'époque, on est de la même génération avec Valérie, où les enfants commençaient à faire du doublage. Avant, c'était vraiment que des femmes. Des femmes qui faisaient les voix d'enfants, tu veux dire? Ouais. La majorité, ouais. Et voilà, et mon nom a circulé parce que j'étais doué avec ça, mais moi c'était pas compliqué, j'avais qu'à refaire ce que j'avais fait au tournage, donc ça me paraissait pas voilà, t'es enfant, tu te poses pas de questions. Et puis on m'a appelé pour en faire. J'ai un souvenir très vague justement à Marcadet avec Arlette Thomas, mais le premier vrai souvenir que j'ai, c'est Roger Rudel qui était la voix de Kirk Douglas notamment, et le premier souvenir que j'ai, je venais faire des petits rôles et Barbara Tissier avait le rôle principal, Damien Boisseau aussi. Et en effet, comme à l'époque ils recherchaient des enfants, moi je sais que les parents des autres enfants ont beaucoup donné mon nom. Et ça s'est passé comme ça. Ah, donc tous les deux, c'est très 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 tôt en fait. J'ai rarement eu cette réponse, genre à 9-10 ans, j'ai commencé dans le métier. Quand vous arrivez sur un projet, de quelle matière disposez-vous pour préparer un rôle? Quel est le contexte de votre arrivée sur un projet en général? En tant que comédien, ça dépend vraiment du projet. Les séries, on les voit jamais avant, on ne sait même pas... Mais même sauf cas très exceptionnels, on voit rien avant, on sait rien avant. On ne sait pas du tout de quoi ça parle, l'épisode. Pour les 35, c'est-à-dire les films, il peut arriver, de moins en moins malheureusement, qu'on nous propose une projection avant. Si le film est compliqué, si notre personnage a une vraie évolution ou doit... là, on peut nous proposer de le voir avant, mais c'est extrêmement rare. C'est rarissime. Puis alors maintenant, on travaille de plus en plus sur des films qui sont pas finis, avec des clauses de sécurité absolument incroyables. Et des éléments qui ne sont pas finis. Voilà. C'est-à-dire, parfois, on n'a que les bouches pour pouvoir doubler. Tout est flouté, on voit pas ce qui se passe à l'écran. Ça, c'est pas seulement que c'est pas fini, c'est qu'en plus, c'est dans une logique de confidentialité encore. Ouais. Dans le meilleur des cas, le directeur ou la directrice artistique a une projection du film, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Donc dans ces cas-là, il peut expliquer ce qui se passe au cinéma. Ok, donc même le directeur artistique, là on parlait pas des comédiens, même le directeur artistique n'a pas forcément toutes les... ça peut... Moi ça m'est arrivé de diriger un film dont je n'ai vu aucune image. Après, en animation française, ça peut être un petit peu différent selon la façon de faire. Il y a 3 façons d'enregistrer des voix. En gros, pour l'anime, il y a en création de voix, c'est-à-dire juste avec le scénario, avant tout travail de storyboard, d'image et tout ça. Et très souvent, ce scénario, on peut l'envoyer pour le coup aux acteurs. Donc en animation française, les acteurs, ils ont parfois lu le scénario. Donc ça arrive que vous arriviez aussitôt, quoi, bien avant l'animation, bien avant... en anime française, oui, on arrive avant que les images soient faites. Super, ok. Et après, donc, on peut le faire à l'animatique quand il y a déjà, c'est un petit peu le film en ref, en dessin un peu crayonné. Storyboard animé, quoi. Voilà, exactement. Et à la toute fin, en doublage aussi, les 3 façons existent. Après, si on change de casquette et qu'on met la casquette du directeur artistique, moi, il m'arrive de pas forcément vouloir que les comédiens lisent trop leur rôle avant, parce que ça peut imprimer des musiques ou des choses qu'il va falloir casser en fait après pour les emmener vers ce que veut le réalisateur. Donc parfois c'est plus intéressant d'avoir des comédiens qui arrivent un petit peu neufs et à qui on fait le storytelling de l'histoire et du film au fur et à mesure, et de pas teinter le personnage par exemple de la fin de l'histoire dès le début pour eux dans le jeu. Parce que du coup Hervé, Valérie, vous faites la même ou pas est-ce que vous aussi, ou quand vous êtes directeur artistique, vous donnez pas forcément le texte quand vous l'avez aux comédiens? Le texte le moins possible, j'avoue, parce que je trouve que ça coupe la créativité. Je suis assez d'accord. Alors après, la création de voix, c'est toujours un peu particulier parce que c'est là où c'est important de connaître aussi les comédiennes, les comédiens avec qui on travaille. Là, je prends le dernier exemple. J'ai travaillé sur le prochain film Astérix, qui sort en 2026. On a enregistré les voix. Il y a des comédiens qui avaient besoin vraiment
d'avoir le scénar avant, de se familiariser. Et c'était vraiment important pour eux parce qu'il y avait une peur trop énorme à découvrir. Mais parce que c'est pas non plus des gens qui sont forcément habitués au doublage, parce que la création de voix permet ça aussi. C'est-à-dire qu'on prend des gens, comme il n'y a pas la technique du doublage et de la synchro et qu'en fait ça va se faire sur leur voix, ça nous permet d'avoir un éventail beaucoup plus large de comédiennes et de comédiens. Moins de contraintes. Voilà, de prendre des gens qui n'ont absolument aucune expérience de la voix, mais qu'on a vu au théâtre ou qu'on a vu au cinéma ou qu'on a essayé simplement. Le doublage, on est sur une image, un rythme qui nous est imposé. Alors que quand on fait de la création de voix, c'est nous qui donnons le rythme. Donc, il est important d'avoir le texte et de le travailler avant, effectivement, et d'avoir une vision. Maintenant, en doublage, quand on donne le texte, avant, les acteurs ont tendance à se l'approprier. Et quand ils arrivent sur la séance et que dans l'image, ils doivent le faire à un certain rythme, ils s'y retrouvent plus et on les perd en fait. C'est marrant, les directeurs d'exercice de casting m'ont fait le même retour que quand ils faisaient leur casting, quand ils cherchaient des gens pour les rôles, même pour des rôles de la prise de vue réelle, je veux dire, et ben justement ils aimaient pas donner le texte, des fois ils donnaient des fausses scènes mais dans la veine du personnage pour à la fois travailler le personnage mais en même temps pas figer des mélodies sur les répliques pour pas que ça se... C'est ça, exactement. Et du coup, est-ce que vous causez des fois avec les scénaristes des projets sur lesquels vous bossez? Probablement non, mais je demande à tout hasard, est-ce que vous collaborez avec des porteurs de projets eux-mêmes? Alors ça m'arrive très souvent parce que donc je travaille beaucoup avec l'anime française, donc je suis amenée à travailler sur le scénario comme matière brute. Ça m'arrive de travailler avec Jean Regnault, ou avec Guillaume Autalent, ou avec des gens comme ça qui ont écrit Ernest et Célestine, la série, Les Grandes Vacances. Okay. Et c'est intéressant parce que à ce moment-là, le scénario n'est pas figé forcément, puisque derrière, il va y avoir des images, il va y avoir un réalisateur, et surtout, il y a des comédiens qui vont incarner les personnages. Et parfois, les dialogues, je prends l'exemple de la série d'Ernest et Célestine, quand on a fait le casting, tout d'un coup, avec le réalisateur, il y a 2 flics dans Ernest et Célestine, et c'est Xavier Fagnon, un comédien qui est très fort en imitation. Et tout d'un coup, on s'est dit, et si c'était Marielle et Galabru? Un hommage à Marielle et Galabru, et donc d'un seul coup on s'est dit mais il faudrait qu'ils terminent les répliques l'un de l'autre. Bon bah il y a tous les scénars à réécrire en dialogue pour coller à l'interprétation que va donner le comédien. Donc il y a un impact direct sur le scénario dans ce cas-là. Donc là il y a un impact direct. Par exemple, on va me donner un scénario, on va me dire ah mais là tu vois la gamine, il faudrait qu'elle ait 5 ans. Ah bah je dis bah oui mais là c'est écrit comme si c'était une gamine de 10 ans. Hop, on va retravailler les dialogues. Et ensuite souvent, c'est pour ça qu'on fait de la création de voix avant l'image, le réalisateur il a envie aussi qui est des impros. Donc je pense à Benjamin Renner qui a écrit Le Grand Méchant Renard et son film, donc on a fait avant l'image. Et tout d'un coup, Le Canard que faisait Antoine Chomsky. Antoine, il est inarrêtable au micro, donc il a fait toute une impro sur ah mais non mais moi je sais pas nager, non mais parce que j'aurais pu apprendre à nager, parce que là en fait, mais j'ai jamais eu de bouée, puis alors mes parents ils m'ont jamais nanana, ce qui n'était pas du tout écrit au scénario, qui était assez et qui est dans le film. Il y a des libertés qu'il a pu donc prendre. Voilà, où Christophe le moine qui faisait la cigogne, on était en tournée et il racontait nos tournées en Picardie, et donc la cigogne va à Sainte-Médéhould, tout ça. Et tout ça, c'est des improvisations aussi qui arrivent sur le plateau. Donc, oui, il y a une interaction. Après, elle est pas toujours avec le scénariste. C'est vrai. Ça dépend. Parfois, le scénariste, ça fait longtemps qu'il a arrêté de travailler. Quand moi, je me retrouve avec le réal et le scénario. Donc, il est plus là. Parfois, il est encore là. Et c'est bien agréable. Et ça devrait être plus souvent le cas. À mon sens, on devrait travailler plus en équipe. Okay. Après, il y a aussi un métier qui disparaît en France, qui est le métier de dialoguiste. Ouais. Et c'est bien dommage, à la Audiard et tout ça. Ouais. Et que ce qu'on fait un petit peu, nous, entre l'acteur et le scénario en tant que directeur artistique, c'est souvent ça. En fait, c'est un petit peu le métier de dialoguiste. Et je trouve dommage qu'il ait disparu, parce qu'on peut être un excellent scénariste, écrire une histoire absolument incroyable, être capable de donner chair à des personnages, mais parfois, le dialogue, il faut avoir fait du théâtre. Il faut savoir ce qui se répond. Il faut savoir ce qui se joue. Je donne un exemple. Je suis contente de te dire bonjour. Bon, bah, on va jouer le contentement dans le bonjour. Un acteur, il a pas besoin des je suis content de ou voilà. Et souvent, on en a besoin quand on écrit un scénario pour donner des intentions. Et tout ça, il va falloir l'élaguer en fait dans les dialogues après. Okay. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans cette collaboration. Hervé, Valérie, là-dessus, vous aussi, vous avez une expérience auprès du texte et du scénario, que ce soit en animation ou même des fois sur des projets peut-être en prise de vue réelle, je sais pas si... À ce moment-là, le film est fini. En fait, nous, on travaille, le film est monté. Déjà, même si les effets spéciaux sont pas finis, même si le montage peut encore bouger, le montage est fait. Donc en fait, on peut pas influer dessus en prise de vue réelle, me semble-t-il. En animation, oui, dans une certaine mesure. Parce que parfois, je prends le cas d'Astérix, il y a des ayants droit. Ouais. Donc tout a été tellement validé, revu, que il y a que le réalisateur qui sait la marge de manœuvre qu'il a.
Éventuellement, et pour revenir à ce que disait Céline sur le métier de dialoguiste, moi je suis entièrement d'accord. Et en fait, les adaptateurs, adaptatrices de doublage, les bons, sont d'excellents dialoguistes. C'est le principe même de leur métier. Et c'est drôle, pour la petite histoire, une fois j'étais de jury dans un concours d'écriture de pièces de théâtre. Et il y avait une pièce qui était vraiment, les dialogues étaient incroyables. Et il se trouve que quand on a eu les noms après, une fois les premières sélections, les deuxièmes sélections faites, quand on a eu les 8 derniers sur lesquels on devait décider, il se trouve que c'était un adaptateur de doublage. Mais pas de secret. Et je me suis dit, bah oui, évidemment, ça fait 20 ans qu'il écrit des dialogues tout le temps. Donc il a le sens de ça. Les traducteurs, adaptateurs, dont c'est le métier aussi, donc qui sont en amont de votre métier, que j'ai reçu d'ailleurs dans ce podcast récemment, par exemple, faut que vous refassiez une passe des fois sur le texte que les traducteurs vous donnent ou pas? Alors, oui, ça nous arrive pour plusieurs raisons. Parfois, le texte a été tellement de gens se sont penchés dessus avec des couches de validation du client, de la chaîne, du réal, de tout le monde. Le texte arrive sur le plateau et il a perdu un petit peu de son sens, ou il est compliqué à articuler pour l'acteur. Donc, il nous arrive de changer une phrase, un mot, un texte. Il est compliqué à articuler, il est compliqué à jouer parfois. Et à jouer, oui, ça ne se répond plus. Les gens se sont focalisés sur une phrase, mais du coup, le comédien qui répond, ça marche plus, donc on est obligé de réadapter. Ça nous arrive de le faire, effectivement. Maintenant, c'est vrai qu'on est associé, on fait une vérif avant, généralement, avec les auteurs sur les films. Malheureusement, sur les séries... Ça arrive parfois, mais... Ça arrive, mais oui, vraiment... avec l'auteur et le distributeur. Oui. Autoriste, distributrice. Qu'on se mette tous sur la même longueur d'onde, en fait, parce que on peut faire plusieurs niveaux d'adaptation, savoir quel est le niveau de langage, jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on peut transformer juste un rôle qui parle en japonais et qui a un accent japonais, est-ce qu'on peut retirer l'accent japonais, est-ce qu'on peut prendre quelqu'un, un acteur sans accent, est-ce qu'on doit absolument marquer cet accent, etc. Et donc l'adaptation n'est pas la même, obligatoirement. Okay. Ce qui est ingrat, je pense, et ce qui est difficile quand on est scénariste, c'est qu'on est au tout début et au moment où tout le monde va donner un avis, va vouloir ramener le projet vers soi et tout ça. Et nous, on arrive à la toute fin, quand on fait les voix, en tout cas en doublage. Et souvent, nous, on n'a pas de censure comme ça. On n'a pas la même censure. Enfin, j'appelle ça censure, c'est un peu un gros mot. Mais par exemple, en anime, un scénariste qui va avoir écrit un épisode d'une série d'animes, il va avoir eu la chaîne, le réal, tout le monde qui va avoir dit l'ayant droit. Écris pas ça, t'as pas le droit d'écrire ça. Non, moi, je veux ci, je veux ça, machin, nan. Donc, en fait, ça va finir peut-être parfois par enlever la créativité de ce scénariste qu'il l'avait au départ. Et quand ça arrive sur le plateau, nous, on se dit, c'est pas drôle ça. Et on fait, attends, on va écrire une blague. Et puis on a des comédiens exceptionnels comme, je sais pas, Emmanuel Garigeau ou des gens comme ça qui vont avoir un sens du changement de texte inné et qui vont tout de suite avoir l'idée de la blague. Donc on va mettre cette blague et elle va passer. Parce que le dessin animé est terminé et que tout le monde arrive à se projeter puisque maintenant c'est un projet fini. C'est ça. Parce qu'on le voit. Et souvent, le scénariste avait peut-être eu la même idée de blague au départ, mais elle a disparu. Et ça, je tiens à le dire pour eux. Puis toi, t'as la double vision parce que t'es aussi scénariste, il faut Comme le dire. c'est un podcast de scénariste, je le dis, on le sait. Complètement. Quand on est nous, on arrive au projet fini, on a plus de liberté et on peut remettre beaucoup de blagues et beaucoup d'impertinence, ce qu'eux ne peuvent pas garder au départ alors qu'ils le voulaient. Et puis, la chance d'avoir un acteur qui arrive à vendre le dialogue. Oui, t'as raison. Qui met immédiatement la bonne intention, ce qui fait que là où tout le monde avait des doutes, on se dit oui, mais une fois joué, c'est bon, c'est drôle, ça marche. Le scénariste a droit à tous les doutes et une fois qu'il est comédien, ça c'est mon grand truc de solidarité, mais totalement. De force avec les scénaristes parce que c'est un parcours difficile d'écrire. Ils sont seuls, souvent. Alors que nous, on a le réalisateur, les comédiens, nous, on est déjà dans une équipe un peu plus... Ouais, ça grouille autour du film, et ouais, ok. Et ça arrive à la fin, donc c'est festif parce que tout le monde en voit le bout. Alors que là, ça peut durer, quand on se lance à écrire, on peut se dire, peut-être dans 7 ans, je vais voir ce que je suis en train d'écrire. Et donc, ils ont bien du courage. Comment vous enrichissez une histoire? C'est quoi votre espace de création, votre espace d'expression en tant que comédien de doublage ou en tant que directeur artistique de doublage? En tant que comédien, pour commencer par le comédien, c'est toujours pareil. En doublage, on se met au service du jeu de quelqu'un qui a déjà créé un rôle. Donc on rentre dans des chaussons, donc on a moins d'influence sur l'histoire. Après, si on ne l'a pas digéré, si on ne l'a pas compris, si on n'a pas un sens de la dramaturgie, on peut passer à côté d'un personnage et passer à côté de ce qui est joué. Donc c'est de toute façon important d'avoir une vision intellectuelle, j'ai envie de dire. Ouais. Et en même temps, si on est trop
dans le fait de comprendre, on peut perdre en organique et en spontanéité. Donc parfois, ne pas tout comprendre, ça permet aussi de lâcher des choses dans le jeu qui sont aussi intéressantes. Qui donnent de la vie, et donc, je dirais que c'est plus le directeur artistique qui, lui, va prendre un parti pris sur son doublage. Oui, et j'ai envie de dire qu'en plus, le comédien de doublage, il a pas le temps de tout intellectualiser. Non. C'est pour ça que c'est difficile aussi le doublage, c'est ce que je dis souvent, parce que eux, les comédiens qui sont à l'image, ils ont appris leur texte, bosser avec un coach souvent, changer les trucs qui leur allaient pas, parler avec le scénariste, le réal, tout ça pour éventuellement changer les trucs qui conviennent pas. Puis ils ont tourné 172 prises à 3 caméras, puis il y a eu du montage, puis il y a eu des post-synchro. Et nous, sur un film où on a beaucoup le temps, on va les lire 3-4 fois, puis y aller. Et eux, ils y ont passé des mois. Ouais. S'il n'y a pas une espèce de compréhension immédiate, et c'est pour ça que je parle d'organique, ben c'est très compliqué. Après, le cerveau est très important, mais j'ai envie de dire qu'il est presque en backup de l'instinct. Et c'est aussi pour ça que les distributions de rôles en doublage sont tellement difficiles à faire, je trouve. Et moi, je trouve que plus je dirige depuis 95, donc ça va faire 30 ans, et je trouve que c'est de plus en plus dur de faire des distributions. Mais sur quel aspect ? Sur le fait qu'il faut des acteurs plus instinctifs et moins cérébraux, par exemple ? Non, sur le fait que ça va coller pile. Ok. Que ça va être le bon comédien ou la bonne comédienne pour aller sur ce rôle-là, parce que je suis de plus en plus exigeant peut-être. Mais c'est vrai que c'est la question, qu'est-ce qui fait que sur 30 ans, c'est cette difficulté qui s'est amenée, je veux dire... Parce qu'il y a eu une évolution dans le métier, c'est qu'avant on nous demandait d'avoir des acteurs qui créaient un petit peu le personnage et qui surtout avaient un vrai emploi et qui donc nourrissaient le personnage avec leur personnalité. Maintenant on nous demande des raccords voix et donc trouver quelqu'un qui a exactement la même voix que la VO mais qui a aussi l'emploi du personnage, la même énergie et qui pourra jouer au mieux ce personnage-là pour ce film-là. Je rebondis là-dessus parce que j'ai eu la chance d'avoir une petite expérience aux États-Unis récemment et donc je suis allée travailler avec des acteurs américains. Et c'est très très passionnant parce qu'on n'a vraiment pas la même culture. Ouais. Par exemple, les acteurs avec lesquels j'ai travaillé, on se rend compte qu'ils ont une voix projetée très large en fait. Aux États-Unis, quand ils projettent, en fait, ils font des voix qui sont... Et il y a très peu de voix de tête. Ils ne savent pas crier avec leur voix de tête instinctivement, par exemple. Ce qui n'est pas le cas des comédiens français. La musicalité de la langue n'est pas la même. Ce qui va être drôle pour eux, là je le vois parce que les Français viennent d'écouter la VA, ils font « Ah mais c'est plus du tout drôle cette phrase ». Bah si en fait. En américain, elle est drôle cette phrase. Alors si on la traduit littéralement en français... Vous, elle vous fait pas rire. Avec le même jeu et la même intention, elle va pas vous faire rire. Mais en fait, eux, cette façon un peu sèche de dire la phrase, c'est drôle. Alors que nous, pour être drôle, on va faire un truc comme ça, ou l'inverse, peu importe. Mais donc, c'est vraiment le doublage, à la fois une appropriation, à la fois une adaptation. Une adaptation. C'est vraiment de l'adaptation. Et puis je finis là-dessus. Ça dépend ce qu'on attend, en fait. Est-ce que le doublage, c'est quelque chose qui est au service des gens qui ne veulent pas écouter de VO, un guide pour leur faire comprendre un film, ou est-ce que c'est de l'art et quelque chose où on offre une autre version de ce film? J'ai eu la chance de diriger L'Île aux chiens avec un réalisateur qui adore la France et qui adore les acteurs français, qui est Wes Anderson. Et donc, il avait fait une version anglaise, enfin américaine, avec des acteurs qu'il avait choisi lui-même, dirigé lui-même. Et pour la version française, c'est lui qui a décidé des acteurs qu'il voulait sur les rôles. Et il y avait des choix qui étaient assez étonnants de mon point de vue. C'était pas du tout le même emploi, pas du tout la même voix, et une vision différente du personnage. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui et il m'a dit, mais en fait, je fais une autre version de mon film. Je fais pas du perroquet, je veux faire une autre version de mon film avec d'autres acteurs. J'aurais pu faire ce choix-là. Je parlais de votre contribution, de votre rôle. En fait, on vous donne plus un rôle de ne pas éroder que de proposer des choses, j'ai l'impression, de ce que vous me racontez, en tout cas aujourd'hui dans le... Le principe du doublage, pour moi, c'est un ressenti. C'est-à-dire qu'on écoute une scène, on ressent une émotion, quelle qu'elle soit. Et notre travail, quel que soit le moyen employé, on doit reproduire au plus près cette émotion. Mais ça peut passer par une voix différente, un acteur différent, un texte différent. Texte différent parce que c'est pas parce qu'on va dire exactement la même chose au même moment qu'on va être le plus fidèle. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre. Ouais. C'est-à-dire que, pour le coup, quand la DA a une vision globale et puis un cahier des charges défini avec le distributeur, des fois le producteur, parce que quand on bosse avec Disney, ils sont producteurs de leurs films, on définit cette chose et parfois les comédiens n'ont pas cette vision globale, ils savent pas les échanges qu'on a eus, ils savent pas qu'on nous a dit
tu prends machin, mais tu le tiens parce que sinon il va partir trop dans cette direction, machin. Et donc, à nous, effectivement, et c'est pour ça que aussi on est peut-être un peu moins bon sur des films qui nous parlent moins, qu'on aime moins, ça arrive, mais c'est à nous, avec notre ressenti et avec les comédiens, c'est là aussi l'importance du casting est considérable, de, effectivement, et c'est pour ça que je reviens à mon histoire d'organique, de dire, en fait, ça m'évoque la même chose. Le chemin est différent, mais la finalité est la même. Le chemin est différent. Et en effet, on va reprendre toujours cet exemple pour revenir aux voix de Patrick Poivet qui doublait Bruce Willis. Patrick Poivet, il avait dans la voix l'humour que Bruce Willis a dans l'œil. L'ironie. Et que Bruce Willis n'a pas dans sa voix. VO, enfin sa vraie voix. Ils ont pas la même voix. Moi, des films de Bruce Willis en VO, ça m'amuse moins. Et je pense qu'on le trahit pas. C'est un truc intéressant parce que vous disiez, on écoute donc le ressenti de la voix pour reproduire ce ressenti avec une autre voix, mais là c'est encore différent, parce que tu parles d'un ressenti de l'image que tu traduis dans un ressenti de la voix. Oui, mais de l'énergie de l'acteur. Oui, mais ce qui est difficile à avoir dans un contexte où vous avez que les bouches, par exemple, ou parce que les traducteurs me disent, c'est bien le problème. On dit, nous, si on n'a pas l'image, en fait, nous, notre métier par rapport à un traducteur technique qui va traduire des notices, c'est que on traduit de l'image, en fait, on traduit ce qu'on voit. Donc, toi, ce que tu viens de dire là, Patrick Poivret, est-ce que c'est un truc qui peut arriver dans ce contexte aujourd'hui où vous avez que les labiales, par exemple? Ah bah, si on n'a pas d'image, on est quand même. On est un peu battu, hein. C'est pour ça qu'on se bat pour essayer essayer d'avoir. Il faut au moins qu'on ait l'œil de l'acteur, parce que c'est par là que passent les émotions. On dit toujours que la synchro, c'est pas dans la bouche, c'est dans l'œil. C'est dans l'œil. Ah, ok, d'accord. C'est ce qu'a dit Hervé qui était très joli. Il avait dans la voix ce qu'avait Bruce Willis dans l'œil. Mais ça, on vous le donne aussi, ce que vous dites que vous avez que les bouches. J'avais aussi les visages quand même en entier. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, c'est flou, puis ça se défloute. Et parfois, on a aussi des bonnes conditions. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je parle sur les gros Marvel. Souvent, on bosse sur des versions, et sur les gros Warner aussi, les DC. On bosse sur des versions où on voit quand même un peu. Et la toute dernière version sur laquelle on fait la dernière conformation, on a une image qui est nickel. Okay. Donc là, éventuellement, quand on a un tout petit peu le temps, ce qui est pas souvent le cas, moi, je sais que j'aime bien aller en salle de montage avec la monteuse ou le monteur et revoir tout ce qu'on a enregistré, et je vais me rajouter moi des choses qui ne sont pas dans les changements que eux les Américains ont fait, mais des changements que je vois dans l'œil. Je me dis il y a cette petite nuance dans son œil, allez, on va la refaire. Et là, dans ces cas-là, on peut aller au plus proche. Je trouve que c'est une histoire d'énergie, en fait. C'est l'énergie que les acteurs VO, les actrices VO nous donnent, qu'on va essayer de retransmettre plus qu'une histoire de voix. Oui, la voix, c'est... Bon, parfois, on n'a pas le choix. Ils nous disent, on veut une voix le plus raccord, donc des fois, c'est un peu au détriment du personnage. En animation, quand on a un film où on a que le scénario, on se dit qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Est-ce que ça va être quelque chose de sensible? Est-ce que ça va être quelque chose de cartoon? Est-ce que ça... Et en fonction aussi de ça, on va prendre un parti pris, on va créer une équipe. Et c'est l'équilibre de cette équipe et de ce casting et de cette réunion d'acteurs qui va aussi faire la magie et l'alchimie d'un film. Par exemple, on va se dire, si les personnages principaux sont très réalistes, on va aller chercher des comédiens plus sensibles, plus dans le drame, dans la tragédie, dans le théâtre, dans des choses comme ça. Et puis, en revanche, pour donner du relief au film, il y a des vrais rôles de comédie et cartoon à côté. Là, on va aller chercher d'autres énergies d'acteurs. Et en tout cas, en tant que directrice artistique, c'est ce que j'aime le plus, c'est de créer cette espèce d'équipe polymorphe où un acteur qui ne fait que du cinéma va se retrouver à donner la réplique à un acteur, une actrice qui fait surtout du théâtre, qui va se retrouver avec un acteur qui est rompu à l'exercice du doublage et de l'animation. Et c'est de faire rencontrer toutes ces énergies-là. Pour revenir à l'organique et à l'énergie, c'est ça qui va faire vivre cette histoire-là. C'est choisir les instruments. Ça donne du relief. Comme un orchestre, comme des instruments qui vont sortir une partition. Je me souviens d'une mise en scène d'une pièce de La Cerisée de Tchekhov où le metteur en scène, il avait pris des acteurs anglais, des acteurs français, des acteurs russes, justement parce que les écoles étaient pas tout à fait les mêmes et que ça donnait le flegmatisme anglais qui rencontrait la façon de jouer en France et les Russes, ça donnait une espèce de symphonie magnifique. Ça crée des contrastes. Et je me dis, à chaque fois qu'on fait une distribution ou qu'on est acteur, on fait partie de cette partition-là. Et puis la direction sur le plateau où on essaie d'uniformiser tout ça, c'est-à-dire que les gens se répondent, même si on n'enregistre pas ensemble, généralement c'est une personne après une personne, rarement, ça peut arriver qu'on soit deux. On a connu une époque tous où on enregistrait tous ensemble, mais c'est de plus en plus rare. Donc réussir à faire se répondre sur un dialogue des gens qui ne sont pas ensemble dans la même pièce, c'est compliqué. Et puis tout bêtement, une scène d'engueulade, mettons entre 5 personnes à table qui s'engueulent et qui se chevauchent tout le temps, on est obligé de les enregistrer toutes et tous séparément. Alors il faut que ça marche. Ce qui est fou, c'est que vous avez du coup un rôle à la fois de réalisateur, de directeur de casting, de comédien dans un seul métier. Vous avez toutes ces contributions-là qui se rencontrent. Il faut avoir ces compétences-là en tout cas. C'est le sens du dialogue, c'est la vision organisation, d'ensemble, parce qu'on fait aussi. Oui, on fait aussi on fait aussi ça, maman.
Maman. Ah bah oui, mais ça, toute personne qui bosse avec des comédiens. Les agents de comédiens disent que c'est un peu aussi leur rôle. Après, c'est un peu schizophrénique. Comme nous, on a les 2 casquettes, alors parfois... Oui, mais justement, je pense que ça nous a rendus un peu plus autonomes comme comédiennes et comédiens. Qu'est-ce qui rend un personnage intéressant ou plaisant à doubler, vous diriez? Ça dépend déjà, je vais parler de moi, de mon humeur du jour, de mon humeur de la période, de si je vais m'amuser ou pas, de si je vais me sentir à l'aise avec ou pas, parce que c'est pas une science exacte. Parfois, de temps en temps, on a la chance d'avoir un comédien, on n'a rien à faire. Il suffit de lire le texte, parce que moi, ça m'est arrivé avec un comédien qui s'appelle John McCree, que j'ai doublé dans Cruella. Qui est ce personnage travesti. Je n'avais rien à faire. C'est-à-dire, il respire comme moi, il parle à mon rythme, il pense à la même vitesse que moi. Donc en fait, j'avais qu'à lire le texte et ça se faisait. Ça s'appelle une rencontre quasiment et une tout bonne seul. distrib. Voilà. Alors souvent c'est entre les deux, c'est-à-dire qu'on comprend bien. Puis quand on suit des comédiens, on sait un peu comment ils jouent, comment ils abordent les choses, donc c'est plus facile. Et puis quand même parfois, et c'est pas si anecdotique que ça, on arrive, et on se dit. Comment il m'a ou elle m'a imaginé là-dedans? Pourquoi moi? Et alors là, faut faire de la contorsion. Alors quand on y arrive, on est content, mais c'est souvent pas des moments de joie intenses. Donc moi, ce qui m'amuse le plus, c'est quand même quand je sens que je vais pouvoir pas le trahir, quoi. Après, que ce soit de l'émotion, que ce soit de la comédie, que ce soit tout ça, peu importe, en fait, si, aussi, quand on double des bons comédiens, parce que quand on double des très mauvais comédiens, ça m'est arrivé sur une série que j'ai fait pendant 7 ans, là, Pretty Little Liars, mon comédien, il était très mauvais. Et en fait, j'ai appris après que c'était le meilleur ami d'une des comédiennes qui avait un des rôles principaux. Donc, il a été casé comme ça. Au début, on le voyait regarder ses marques de scotch pour marcher jusqu'à sa place. Il était épouvantable. Alors là, pardon, j'en ai chié, hein. Vu que la voix n'est plus là, tu peux toi mettre une voix d'interprétation. En fait, c'est mauvais que aussi dans les intentions des mais regards, oui, ses intentions, il était beau certes, mais il a un œil rien vide, dans l'œil. Un rythme qu'on comprend pas, sur lequel on peut rien projeter. Non, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est eux qui nous donnent tout. Et même en animation, pourquoi on va faire cette voix-là? On sait pas. Des fois, on est incapable de refaire la voix. Moi, j'ai mis des années à pouvoir faire la voix de Porcinet sans avoir le Porcinet en face de moi. Parce que c'est lui qui me donne le truc. Cette voix, elle vient grâce à lui. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant, du coup? Tu dis que des fois, t'as la voix comme pour Cruella toute faite, mais je veux dire, est-ce que c'est du coup pas ennuyant pour un comédien de juste poser sa voix sans avoir à ce travail de se projeter, de travailler, Quand on dit que c'est plus facile parce qu'on sait qu'on pourra pas le trahir, de toute façon, à chaque fois, c'est le travail du comédien qui veut ça. On sort de sa zone de confort. Et on essaie de donner le maximum et le meilleur. On n'est jamais dans des chaussons et dans des rails. Hein. Faut pas croire que on arrive en se disant allez, tranquille, allons-y. On ne sait jamais déjà sur quoi on va tomber. Il va falloir pleurer, il va falloir rire, il faut donner une partie de ce qu'on ressent, de nous, quoi qu'il en soit. Quand je pense à Frédéric Tirmont qui double notamment Meryl Streep et Emma Thompson, je pense que d'un film à l'autre, elle sait jamais ce qu'elle va devoir faire. À l'avance, parce que c'est des comédiennes quand même qui ont un éventail absolument incroyable, qui font des compositions. Puis cette angoisse d'être à la hauteur. Il y a une mission, effectivement. On a aussi une chance, je pense, incroyable, c'est que nous, on a pris des cours de comédie avec les meilleurs acteurs américains en direct. Enfin, je pense à moi au tout début, quand j'ai commencé, j'ai fait des sitcoms Disney, notamment en doublant Ashley Tisdale. Je ne savais pas faire de la comédie et des ruptures avant d'être obligée de me retrouver à 9h30 à quelqu'un qui parle à toute vitesse et qui tout d'un coup fait une rupture parce qu'elle en a marre et puis repart comme ça. C'était improbable. Et on n'apprend pas ça, pour le coup, dans tous les cours de théâtre. Parfois, on est en face d'une image et on se dit, mais comment elle a fait? Putain, comment je vais jouer ça? Par où ça passe? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Je reviens au organique d'Hervé, mais pour arriver à le faire, il faut pas faire la musique de ce qu'on entend. Il faut que ça passe. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça joue ça? Et j'ai envie de le trouver. Et ça, c'est les moments de joie parce que parfois, on le trouve. Et après, il y a l'autre phase, moi, que j'aime beaucoup, qui est comme on disait tout à l'heure, la création de voix. Et là, c'est encore tout autre chose. C'est-à-dire qu'on a un dessin. Par exemple, c'est une poule. Et puis, on se dit, bon, alors, il va falloir que je fasse une poule. Ok. Le réalisateur, il dit, non, mais tu vois, c'est une poule qui pense, sa couleur, c'est le bleu. D'accord. Et bon, je rigole, mais enfin, voilà, des indications. Beaucoup plus abstrait, quoi. Et puis, on se lance, et je pense à la poule du grand méchant renard. Je pense que moi, c'est un des rôles que j'ai préféré faire. Parce que je ne pensais pas déjà que je serais gardée
au départ. Et au fur et à mesure de faire cette poule, je suis devenue la poule du grand méchant renard, je crois, elle est encore en moi. Voilà, il y a des moments comme ça où on joue justement, parce que là, on a beaucoup parlé des interprètes. Maintenant, plus sur les personnages tels qu'ils sont écrits, qu'est-ce qui, dans une interprétation, est plus sympa pour vous à doubler? Pour le coup, la poule, le personnage qu'a écrit Benjamin Renner dans sa BD, dans son film, et les dialogues et la façon dont il écrit, c'est de la comédie, c'est drôle. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer ça. Quand c'est creux, on se bat dans le doublage. C'est l'histoire de... Mais en tournage aussi, si tu tournes un texte qui est creux, en fait... Mais c'est la même. Le plus difficile quand on est comédien, c'est d'être sincère quand on n'a rien à jouer et rien à défendre. Il faut être clair. Quand on fait des soap opéras ou qu'on fait certaines séries... Et encore, il n'y a pas rien à jouer dans les soaps. Ça se dit, ça se redit, on se répète en permanence. Des dialogues explicatifs, tu veux dire, ou des choses comme ça. Ça n'est que ça. C'est-à-dire qu'on répète, le dialogue qui fait on passe avancer l'action. 25 épisodes à dire la même chose jusqu'à l'action où d'un seul coup, on est reparti pour 25 épisodes pour expliquer ce qui vient de se passer. Okay. Et parfois écrit très vite. Et parfois écrit très vite et enregistré très vite. Et donc, il faut amener cette spontanéité sur quelque chose où on se répète depuis 15 ans. On revient la matière la plus importante pour nous, c'est les dialogues. Ouais. Et l'histoire peut être extraordinaire, les personnages peuvent être très intéressants s'ils parlent mal. Oui. Si dans ce qu'ils disent, il n'y a rien à jouer. Et les registres de langage, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de ça, mais tous les personnages ne parlent pas de pareil. Et quand on crée un personnage physiquement, parce que ça commence, il y a le corps, et même quand on fait du doublage, il y a le corps, d'autant plus, je pense, en doublage qu'il faut aller nourrir et chercher. On n'est pas en train de marcher ou de tourner dans un truc qui se fait naturellement sans y penser. Au théâtre, on va répéter en jean, et puis à un moment donné, on va mettre un corset, on va mettre un machin, on va mettre des bottines. On va rentrer dans le perso. Ça y est, je suis l'impératrice. Le costume va faire une partie du personnage. Et après, le langage. Si cette comtesse elle a une patate chaude dans la bouche et qu'elle a quelques mots parce qu'elle n'utilise que des mots de plus de 8 syllabes parce que c'est comme ça qu'elle parle, ça va aider à jouer. Si elle parle exactement de la même façon que sa servante, on va avoir un souci En fait, nous, on joue avec les mots. Dans les bouquins de scénario, il y a aussi la question du dialogue, c'est pas une fin en soi, et souvent quand le dialogue est mauvais, c'est que la dramaturgie de la scène elle-même est souvent pas bien construite, et que dire il faut juste des bons dialoguistes quand parfois une scène n'a rien à raconter, les dialogues peuvent pas... Ah bah, bien sûr. La base, c'est la situation, mais une situation très bien écrite et mal dialoguée, en fait, c'est un enfer aussi. C'est un enfer. Ok. Et c'est pour ça que c'est un peu dommage cette disparition des dialoguistes, parce que c'est un vrai métier et que tous les bons scénaristes ne sont pas des bons dialoguistes, je le pensais. Alors nous, pour revenir au sujet du podcast qui est le comédien de doublage et le scénario, j'ai envie de dire que c'est le comédien de doublage et le dialogue. Parce qu'en fait, à part dans la création de voix, le rapport qu'on a, nous, ça va être uniquement au dialogue. Le scénar, il est fait. Le montage, il est fait. Le film, il est fini quand on arrive comme comédien. En revanche, c'est le dialogue et c'est de dire, alors oui, peut-être c'est synchrone de dire ça comme ça parce qu'on voit un gros B et qu'il fallait mettre un gros B dessus ou un M ou un P. Mais en réalité, la phrase, elle est pas jouable comme ça parce que le personnage ne le dirait pas comme ça, il le dirait dans l'autre sens. Et à ce moment-là, est-ce que c'est important à ce moment-là qu'est le B, est-ce que ça se voit trop, ou est-ce que ce qui est important, c'est que le dialogue soit fluide et que la personne qui va regarder le doublage ne regarde pas généralement le B ou le P, regarde les yeux, regarde ce qui se passe. Bah, c'est le I love you. Est-ce qu'on met je t'adore ou est-ce qu'on dit je t'aime? Et en fait, on peut pas jouer je t'aime comme on joue je t'adore. Oui, si on dit je t'aime beaucoup pour avoir I love you, on change complètement le sens. Mais en vrai, est-ce que c'est important la synchro ou est-ce que c'est important ce qui va être dit et comment c'est dit? Synchroniquement parlant, on peut faire tout passer si on est sincère. Si c'est juste. On dit de certaines comédiennes ou de certains comédiens qui font passer n'importe quoi. Moi, je suis content aussi. Moi aussi, je suis content. On ne dit pas la même chose, en fait. Et ça influe tellement sur la façon de parler des Français. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui viennent, pour moi, à mon sens, des pas très bonnes adaptations de doublage qu'on retrouve maintenant parce que ça fait 20 ans qu'on entend ça dans toutes les séries. Par exemple, est-ce que ça va? Moi, quand j'étais petit, on disait pas est-ce que ça va, on disait ça va. Ça va? Ça va? Même quand quelqu'un va pas bien, tu dis ça va? Tu dis pas est-ce que ça va? Mais pour des histoires de synchro, on dit est-ce que ça va? Et maintenant, j'entends les gens dire est-ce que ça va dans la vie, par exemple. Ouais, pas mal. Pour dire là-dessus, c'est vrai que c'est important parce qu'on parle souvent du labial et tout, mais j'avais lu un bouquin pour le coup d'un monteur qui n'a rien à voir et qui mettait l'ordre de priorité de ce qui fait qu'il choisisse tel rush ou telle rush, telle prise ou telle prise, et il disait la justesse vient avant le raccord. C'est-à-dire que si le raccord de la main est pas bon, si on a la justesse du jeu, la question de est-ce que le mouvement est bon, on s'en fout. Les gens le verront pas. Il faut prendre celle qui émotionnellement est la plus juste. Et c'est vrai que c'est dans votre métier aussi, c'est une question qui se pose. C'est intéressant. Complètement. On se bagarre pour que l'artistique reste au centre par rapport à la technique. Tout ce qu'on raconte là aussi avec ce qui se passe en ce moment, avec les questionnements sur l'IA, que ce soit pour les scénaristes, pour nous, pour les comédiens, pour tout ça, c'est ça. Ouais. C'est l'organique, l'humain, l'humanité, le fait de ressentir. C'est quelque chose qui va au-delà de juste traduire et doubler avec des prises de décision au cas par cas
qui ne sont pas compilables. C'est pas la même décision sur chaque fois qu'il y aura ce problème-là. Et même si on est par exemple très proches artistiquement tous les trois, on se connaît depuis longtemps, il nous est même arrivé de partager des projets à trois, on n'aura pas forcément la même décision sur la même chose. Absolument. Et que j'ai envie de dire que peut-être une semaine après, on n'en prendrait pas la même décision d'ailleurs, non plus. Qu'est-ce que vous avez comme outil dans votre voix, dans votre jeu, dans votre corps, pour nourrir un personnage? J'ai envie de dire que ce sont les mêmes outils que quand on tourne ou quand on joue, à part que le corps prend une place différente, parce que on est dans le noir, comme disait Céline, par exemple, il nous arrive de faire des formations, j'ai les scènes où les personnages marchent. Alors ça, c'est très souvent difficile à trouver pour les comédiens qui n'ont pas l'habitude du doublage. Quand on marche, notre rythme change, notre respiration change, mais on ne s'en rend pas compte. Si on marche dehors ou si on marche dans un couloir feutré d'un hôtel de luxe ou n'importe quoi, on va pas parler pareil. Et tout ça, il va falloir que on sollicite notre corps autrement dans le doublage. Au tournage, on va pas y penser. On marche, on pense pas qu'on marche. On joue la scène en marchant, marchant doucement, en marchant vite, dans une situation d'urgence ou pas. Mais à part cette sollicitation du corps qui est différente, c'est-à-dire que on va bouger bizarrement. Des fois, il y a des gens qui bougent bizarrement, il y a des gens qui bougent pas beaucoup. Et c'est ce qui va leur permettre de retranscrire ce qu'a fait l'actrice ou l'acteur en VO. Mais sinon, j'ai envie de dire que vocalement, intellectuellement, instinctivement, un acteur intellectuel au tournage va rester un acteur intellectuel qui passe d'abord par l'intellectuel, c'est ce que j'entends, au doublage. Et un acteur qui va passer d'abord par les sensations et par l'instinct, au tournage ou au théâtre, va faire la même chose au doublage. À part cette petite nuance que je mets sur le corps, qui fait que on est contraint, on peut pas bouger, on a un micro, il faut rester à la bonne distance, faut pas tourner la tête parce que sinon ça fait comme dans Singing in the Rain, cette scène où elle tourne la tête comme ça du micro et on l'entend plus parce qu'elle découvre le cinéma parlant. Sinon ça fait la même chose. Du coup, la boîte à outils, c'est celle de l'acteur qu'on a commencé à apprendre dans les cours de théâtre et puis qu'on a peaufiné sur le terrain en fait. C'est toujours le truc qu'on nous demande quand on entend beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Ah mais moi je ferais bien des voix, comment on fait du doublage ?» En fait on fait du doublage parce qu'on fait du théâtre et parce qu'on fait des cours de théâtre et parce qu'on apprend à être acteur. On fait pas du doublage parce qu'on a une voix. Parce qu'on a un grain de... On fait du doublage parce qu'on sait jouer de la comédie et parce qu'on va se retrouver à 9h30 avec t'es en larmes, t'accouches, tu perds ton bébé, vas-y, il est 9h30, t'as bu ton café. Bon, il faut avoir une boîte à outils. La différence avec le théâtre et le cinéma, c'est quand même qu'en doublage, il y a un côté immédiat. Il n'y a pas le rituel dans sa propre... Il n'y a pas le rituel plateau, de préparation, de machin. On n'a pas le temps. Donc, c'est immédiat. On nous passe la scène, on la gobe, parce que c'est vraiment gobé à ce niveau-là. On la gobe et on doit la régurgiter rapidement. Donc, ça te passe par où on veut. Chacun a ses méthodes. Et avec chaque comédien, on va le diriger différemment et chaque comédien est différent. Ce qu'on a vécu, à quoi ça nous ramène, techniquement, quels sont nos points forts et quels sont nos points faibles. Il faut connaître tout ça, c'est vrai. Savoir si on a un débit rapide ou un débit lent. Moi, je parle toujours trop vite. Si on projette. L'articulation, pas l'articulation. Aussi, alors l'articulation. L'écoute. Savoir retranscrire si elle s'adresse à quelqu'un à 10 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres. C'est pas la même projection, c'est pas la même façon de jouer. Savoir la différence entre le timbre et la projection. Ouais, c'est ça, et ça, même, il y a beaucoup de comédiens qui sont formés. J'ai l'impression que c'est des choses qu'on n'apprend plus au théâtre, mais à qui tu dis, non, des timbres, et ils vont continuer de timbrer, mais pas projeter. C'est quoi la différence entre les deux, juste pour ceux qui connaissent pas comment ça fonctionne? Là, je détimbre. Là, je timbre. Et je timbre bas. Je projette pas, mais je timbre. Et là, par exemple, je détimbre mais je projette parce que je veux chuchoter à quelqu'un qui est loin. La projection, la non-projection et le timbre et pas de timbre. Ça, c'est des outils techniques d'acteurs. Et puis de toute façon, il y a la colonne d'air de ce dont tu parles, le fait de savoir partir du ventre. Enfin, moi, quand j'étais jeune comédienne avec Denis Lorca, on travaillait la tragédie. Il nous faisait faire des abdos et il nous disait quand tu seras capable de dire 15 vers sans respirer sur tes abdos tout droit, sans mettre d'intention, sans rien, tu commenceras à jouer la comédie. L'artiste est un athlète. Voilà. Bon, je pense que ça fait partie des outils du doublage parce que quand t'arrives une scène, encore une fois, comme disait Hervé, que le comédien américain, il a travaillé pendant 3 mois avec un coach et donc il arrive et qu'il débute toute sa scène comme ça en parlant comme ça, en faisant 25 ruptures, en étant là parce qu'il veut t'engueuler, parce qu'il en a marre, parce qu'il respire pas, parce qu'il s'en fiche, parce qu'il faut aller là. Ça, faut être capable, en l'ayant vu 3 fois, d'avoir repéré tous les trucs déjà. Donc il y a ce truc de comme disait Valérie, de gober l'image qui est un peu intellectuelle de j'ai tout compris, ok, il fait cette rupture là, il fait machin, ce qu'il veut dire c'est ça, le sens c'est ça que je vais jouer. Et puis après, il faut avoir le... Et à 9h30 du matin, en ayant joué le soir au théâtre peut-être. C'est ça qu'il faut redire. Et puis là, il faut se dire, ok, je suis musclé, mon diaphragme il est musclé, j'ai l'articulation qu'il faut. Et en plus, je vais mettre le sens, la comédie, l'intensité, toutes ces couches-là
C'est comme si on avait un ordinateur qui calculait sans s'en rendre compte. Ouais, tu parlais aussi de voix de tête tout à l'heure, tout ça c'est des termes que moi je connaissais pas trop. Tu vois, si t'es assis dans un canapé, ta voix elle va descendre, là on est bien, on est dans un podcast, on est comme ça. Et puis tout d'un coup il y a un truc qui se passe et puis il y a peut-être un problème là-bas. Bah ta voix elle monte, elle est là. Ok. Parce que tu paniques, par exemple. Tout ça, c'est ton outil. C'est comme ton instrument de musique. Tu sais aller mettre ta voix plus bas, plus haut, la projeter, comme disait Hervé, les timbres et tout ça. Et c'est le métier d'acteur. Ouais. Comment vous trouvez l'équilibre entre rester fidèle à l'original? Alors, je parle pas pour la création, du coup. Je parle par exemple quand vous doublez quelque chose qui est préexistant, que ce soit en animation, en prise de vue réelle. Comment vous trouvez l'équilibre entre votre authenticité, voire votre liberté d'une part, et coller à l'original d'autre part? On a parlé aussi de la question de ce que les clients vous demandent, qui est une chose. Là, je parle vraiment de vous dans votre travail. Comment vous trouvez l'équilibre entre les deux? La direction de la personne qui a la vision globale du film, à savoir la directrice artistique ou le directeur artistique, est importante. Mais oui, avec les deux casquettes, je me considère toujours au service d'une œuvre sur laquelle des gens ont déjà travaillé, réfléchi, donné beaucoup de temps et d'énergie. Je suis entièrement d'accord et c'est ce qu'on fait, je pense, à 99% du temps. Et de temps en temps, il y a des choses qui font mentir ça, où les gens ont pris énormément de liberté par rapport à l'anglais. Et ça fait des choses cultes. Starsky et Hutch, par exemple. Voilà. D'ailleurs, il paraît, je sais pas, c'est les vrai épisodes en VO, c'est chiant, hein, il se passe rien. C'est en France que ça a le plus marché, que ça a été le plus diffusé. Et par exemple, il y a cet exemple, c'était Francis Lax qui doublait Hutch, et Francis Lax était enrhumé. Et du coup, ils ont inclus le fait que Francis Lax parlait comme ça du nez dans l'épisode. Et donc, il y a même des répliques qui ont été rajoutées. Alors ton rhume, non, c'est de pire en pire. Et mais ça a cartonné. Un niveau de liberté qui est énorme. Mais c'est pour ça que, évidemment, à 99%, on est fidèle à l'original, mais il y a aussi, et parfois, il faudrait s'en souvenir un peu. En animation, il nous laisse quand même. Il y a cette liberté d'essayer de trouver la petite phrase culte qui fait que ça va rester. Oui, ou la référence qui va être propre. Ou à la nous. référence, les références d'Aladin, par exemple, ils ont osé faire des références très françaises. À l'époque, il y avait Interville, il y avait Interville, il y avait Guy Lux, ils ont osé aller jusque. Puis l'histoire du Grand Schtroumpf, on peut la raconter. Alors ça, c'est un autre truc, mais parfois, il y a pas assez de mots sur la rythmo, et donc le Grand Schtroumpf dans les anciens, je trouve, il finissait souvent ses phrases en comme langue. Parce qu'il manquait 2-3 mots sur la rythmo. Bien sûr, mes petits schtroumpfs. Bien sûr, mes petits schtroumpfs. Et en fait, c'est juste parce qu'il manquait quelques mots sur la rythmo et c'est devenu culte aussi. Ah, c'est trop drôle. Mais je pense pas que Gérard Hernandez ait trahi l'esprit des Schtroumpfs. Ah bah il l'a pas. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça. D'accord. Quand je dis qu'on est au service. Mais parfois on veut tout coller, trop coller. Le plaisir est aussi là. Il faut aussi savoir prendre ses décisions, de se détacher un peu pour une bonne phrase, pour quelque chose qui va faire rire, pour des tous choses les comme ça. exemples qu'on donne, c'était une autre époque. Hein. Oui. C'est ça. En fait, j'ai à rebondir, c'est que j'avais une question ici sur quelle est la nature des projets et des clients qui vous laissent le plus, sans forcément les nommer, mais qui vous laissent le plus de liberté. J'ai l'impression que là, vous parlez plus en termes d'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait quand même une typologie de clients ou de projets qui vous laissent plus de liberté que d'autres? Si. Moi, je dis si quand même. Il y a des clients qui sont plus à l'écoute. Plus à l'écoute de ce qu'on pense, c'est ça. Et il y a des clients qui sont plus, des fois, j'ai envie de dire, bêtement collés sur la VO. Je pars un exemple des bandes annonces. Les bandes annonces, qu'on double nous, souvent, on n'a pas vu les films, hein. On sait même pas de quoi ça parle. Et même eux, ils savent pas de quoi ça parle parce que souvent, ils l'ont pas vu non plus. On a une bande annonce où eux, ils ont pris des bouts de phrases dans tous les coins, de tous les bouts du film, pour raconter une histoire de la bande-annonce qui, et l'histoire du film, parfois, n'est même pas l'histoire du film, qui est juste fait pour attirer des gens qui n'iraient pas le voir à le voir. Ça, c'est autre chose. Eh ben, il y a certains distributeurs, certains clients, qui veulent que si on entend la coupure dans la phrase de genre salut, ça va, par exemple, parce qu'ils ont pris un salut et un ça va ailleurs, eh ben, ils veulent qu'on fasse pareil. C'est leur droit. Moi, je trouve que nous, on a les moyens d'uniformiser, de faire salut, ça va? Et que ça raconte plus une histoire. Donc, t'as des clients qui sont comme ça. Alors ça, je prends l'exemple de la bande-annonce parce qu'il est particulièrement flagrant. Mais des fois, dans les films, il y en a qui veulent que ce soit archi collé, que la respiration soit au même endroit, parce qu'il y en a qui vont comparer aux États-Unis après à la waveform, de voir si ça dépasse pas un tout petit peu. Si la forme de l'onde audio, elle est plus ça, c'est ample, notre plus pire petite. cauchemar. C'est vraiment la contrainte ultime pour trouver l'artistique. Voilà. On est concentré sur une waveform et pas sur un sentiment ou sur une création artistique ou sur... En même temps, je comprends ça parce que je suis un tout petit pas de côté, mais comme je monte beaucoup de voix dans ce podcast depuis quelques années maintenant, je commence à lire des waveforms, c'est-à-dire je commence à voir les E, à voir les S, à voir les machins. C'est vrai qu'il y a un biais, je pense, qui naît dans les métiers où ils doivent recevoir vos textes, où quand tu vois que ça colle pas, ça peut les stresser, ça peut... Oui, mais en fait, ça enlève tout ce qu'on appelle d'adaptation. C'est pour ça qu'on dit les adaptateurs en doublage, on dit pas les traducteurs, parce que c'est un vrai travail d'adaptation et d'adaptation à une culture, à une société, à tout ça. Et il y a des clients qui, eux aussi, ont peut-être plus de liberté par rapport aussi aux gens à qui
qu'ils rendent des comptes, parce qu'il faut voir les distributeurs en France, ils rendent des comptes aussi au-dessus d'eux souvent. Ouais. Et puis il y en a avec qui le dialogue est plus facile, il faut dire ce qui est, et avec qui aussi au fil du temps, à force d'avoir fait 15, 10, 20, 30 films avec tel distributeur, on se connaît bien et on sait déjà ce que eux ils attendent, quels sont leurs cahiers des charges, et ils savent aussi ce que nous on aime, et donc à quel endroit on se retrouve, et donc le dialogue est facilité. Mais globalement, on a quand même des bons rapports assez fluides avec... Puis une certaine liberté. Après, il y a aussi le phénomène, quelqu'un qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui ne parle pas du tout le français, qui ne va pas du tout connaître notre métier, qui ne font pas du doublage exactement comme nous. Le fait de regarder une waveform et de se dire ça va être pile pareil, c'est rassurant, et je peux le comprendre. Et parfois, cette peur-là et cette méconnaissance finalement du bout de la chaîne, je parle vraiment de gens qui sont outre-Atlantique ou des choses comme ça peut amener de la peur, et que ce soit rassurant de se dire au moins s'ils font tout pareil, on est sûr que c'est bon. C'est pareil en fait dans les rapports avec les scénaristes, quel que soit l'endroit, je parle surtout pour la création de voix là et pour l'animation française, en fait on ne se rencontre pas assez. Comme les adaptateurs, souvent on dit ils viennent pas assez en plateau, les scénaristes pourraient venir aussi sur les plateaux de doublage, voir ce que ça donne leur épisode qu'ils ont écrit 2 ans avant, ce qu'ils donnent quand les acteurs doivent le jouer. Je pense qu'on peut se nourrir les uns les autres beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai fait quelques fois des interventions dans cet esprit-là pour les scénaristes. Je dis mais allez faire des cours de théâtre juste pour le plaisir, pas pour devenir comédien, mais juste pour avoir ce truc de c'est quoi une phrase qui est en bouche. L'une des grandes difficultés du métier de scénariste, c'est que 9 projets sur 10 que développe un scénariste n'existant pas. Comment apprendre de ses erreurs quand les projets ne sont pas diffusés, n'existent pas. On est d'accord. Et donc c'est très l'occasion d'apprendre de son travail pour un scénariste, de voir le truc incarné, de voir ok d'accord ça joue bien, cette réplique-là elle marche pas, je pensais qu'elle marchait, etc. C'est vrai que c'est difficile de se projeter. Moi je les invite à venir enfin sur les plateaux. Dans les écoles de scénaristes, ils devraient faire ça aussi. Je sais que la Fémis le fait sur le parcours scénario. Ils travaillent avec des acteurs et des actrices. Puisque moi j'ai des potes qui l'ont fait comédiens. Et comme ça, ils ont des retours directs d'acteurs qui travaillent les scènes pour eux. Mais je pense que ça serait vraiment un outil génial pour tous les gens qui apprennent à faire du scénario. Déjà de travailler, alors de prendre des cours, ça sera encore mieux, mais de travailler avec des actrices et des acteurs. Il y a nombre de comédiennes et de comédiens qui seraient hyper OK pour le faire, même gratuitement, juste pour la rencontre, pour le travail. Pour le plaisir d'échanger en fait. Ensemble, on est plus fort toujours. Hein. Qu'est-ce qui change pour vous dans votre travail entre bosser sur un personnage en prise de vue réelle et un personnage animé? Je parle pas en création, je parle bien en personnage préexistant. Et d'autre part, entre série et cinéma, à supposer qu'il y a une différence. Série et cinéma, déjà, c'est le temps. Si dans une série, on va regarder 1 ou 2 fois, 3 fois, grand maximum la boucle, et il va falloir réussir à la faire assez vite parce que les délais sont beaucoup plus courts. Quand on est en 35, on a quand même encore un peu plus de temps. On peut revoir la scène un peu plus de fois, la travailler un peu plus longtemps. On dit 35 pour 35 mm, même si ça n'existe plus. Mais c'est un terme qui est resté dans le doublage. On fait souvent pas de vérification de texte non plus sur les séries. Oui, c'est vrai. Les auteurs ont moins de temps pour écrire. Oui. C'est moins bien détecté. C'est moins. Enfin, tous les postes en fait ont moins de temps. Ils ont moins de temps au tournage. Tout bêtement. Alors sur certaines séries, je pense pas. Anatomie d'un divorce, je pense qu'ils ont tourné ça comme on tourne un long métrage. Je dis ça parce que Céline Aimond a travaillé dessus. Moi, j'ai dirigé LDB, Lizzie Kaplan. Je parle de toutes ces grosses séries avec des grosses stars. C'est pas le même rythme de tournage que NCIS. Nous, on n'a pas tout à fait le même rythme de doublage, mais enfin, on n'a pas non plus le rythme qu'on a pour un film. C'est très compliqué à avoir. Faut vraiment se battre beaucoup. Parce que je dirais qu'en tant que comédien, les personnages peuvent être aussi intéressants dans une série que dans un film. Après, entre l'anime et le live, ça dépend de l'anime en fait. Il y a des animes très réalistes sur lesquels on va jouer exactement comme si on doublait du live. Il y a du live très cartoon qu'on va jouer exactement comme on doublerait. Parce que le live américain s'autorise plus le slapstick et le cartoon que le live français peut-être. Ouais, c'est ce que je disais sur les sitcoms, c'est très cartoon aux États-Unis. Ils vont plus loin, ou même en Angleterre, il y a ils osent. Par rapport à ce qu'on produit en France, le vrai kiff du doublage, enfin en ce qui me concerne, c'est de jouer des choses qu'on n'aurait quasiment jamais l'occasion de jouer en France. Parce qu'on n'a pas cette culture-là. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, ça indifférencie le travail sur de l'anime et sur de la prise de vue réelle du fait qu'eux, en prise de vue réelle, vont aussi loin qu'on irait en anime en France. Quoi, J'adore les acteurs anglais, j'adore l'écriture de ça. On a des morceaux d'anthologie à jouer dans leur programme. C'est plaisant, c'est une chance. Je vous donne un exemple. Un sitcom, le mec, il est en train de vider des bouteilles de chantilly, il va en vider 20. En France, on va se dire peut-être 2, c'est peut-être suffisant. C'est mort. Alors ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire en France. Moi, je pense qu'on est tout à fait capable et que les scénaristes ont
énormément d'idées, énormément de possibilités, mais on a besoin d'avoir déjà vu ou déjà connu, où il y a beaucoup d'adaptations, il y a beaucoup de choses qui sont refaites, et on laisse pas beaucoup de part à la créativité de... Enfin, les sitcoms, il y a une grosse différence aussi, c'est que c'est fait en public. En public, ouais, c'est vrai. Ou avec des rires enregistrés, mais en tout cas, il y a des rires. Ils rajoutent des rires enregistrés, mais c'est très théâtral. C'est très théâtre. Donc, ils jouent en direct avec un public qui réagit, et ils le font pour le public. Et du coup, c'est pas du tout le même jeu, en fait. Mais là, en l'occurrence, pour le coup, il faut mettre la vanne au même endroit. Ah oui, bah là, ce qui est le cauchemar des adaptatrices et des adaptateurs. Et les traducteurs, c'est ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils avaient beaucoup de mal quand ça avait beaucoup de textes et beaucoup de jeux de mots aussi, parce qu'à traduire, c'est pas évident. C'est quoi les différences culturelles qu'il y a souvent d'un tel ou tel pays et comment vous les gérez dans le doublage et dans la direction artistique du doublage? Moi, là, je viens de finir une série japonaise où ils finissent toutes leurs phrases avec des bah. On peut pas finir toutes les phrases en français en faisant ça va. Voilà, bon, c'est mort. Okay. Là, on a une vraie différence culturelle de musicalité de langue. Et puis quand ils disent je t'aime ou quand ils disent des choses positives, ils gueulent, ils hurlent, donc ça fait très bizarre en français, c'est tout d'un coup on fait mais oui je t'adore, qu'est-ce que tu... Bon, donc en fait là le travail du comédien et du DA c'est de se dire comment on va faire exister les personnages avec la musicalité française, que ce serait très bizarre de suivre exactement la culture japonaise. Donc par exemple là moi j'ai fait le choix, c'est une série policière un peu noire, un peu dark, de la ramener vers une série policière française dark comme on la ferait en français, en assumant qu'il y ait des bouches ouvertes où il y a rien. En fait ça marche, parce que dans la vie on garde la bouche ouverte parfois après avoir parlé et il y a pas de son. Et donc là pour les adaptateurs c'était très compliqué, parce que après les premiers épisodes je leur ai dit il faut enlever toutes les chevilles de fin de phrase, tous les mots en plus en moins, je vais pas les dire en fait. Avec l'arrivée des plateformes, on a de plus en plus l'occasion de bosser sur des choses différentes. J'ai été peu confronté à ça, peut-être chinois, mais c'était un truc dans lequel je rentrais assez facilement. Non, il y avait les telenovelas. On en a fait pas mal des telenovelas où ça parle très 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 vite et où il faut un débit. Ouais, mais ça c'est bien. Assez costaud. Pour ceux qui aiment bien parler vite, n'est-ce pas? Moi, je suis toujours trop court partout et mon cauchemar, c'est quand on me met sur un mec qui parle lentement. Et Mathias, par exemple, Kozlowski, c'est l'inverse. On est vraiment très opposés pour ça. Pour un acteur, l'émotion, elle est un petit peu universelle, en fait. On en revient à ce qu'on disait, on a une émotion en regardant une scène et on va redonner cette émotion. Sauf que, en japonais, pour qu'ils aient l'émotion, ils parlent très fort. Par exemple, quand nous, on parlerait moins fort, on va parler moins fort pour donner l'émotion de la scène. En fait, on va transcrire. On en revient à ce que disait Valérie et à l'organique d'Hervé tout le temps. Les États-Unis, selon les projets, ils vont avoir les what, quoi, machin. Bon, nous, on n'a pas des bouches. Ils appuient énormément. On n'a pas d'appui comme ça en français. Ils appuient sur tous les mots. Ils expliquent beaucoup. Et nous, si on fait ça en français... Un doublage, il y aurait tous les appuis de l'américain et qui appuie sur tous les mots. Bon, c'est un peu dommage parce que ça trahit, nous, notre... On perd en sincérité un peu. Souvent, ils parlent fort dans les animations américaines. Ils parlent très fort. Et si on parle aussi fort qu'eux... À bout d'un moment, c'est saoulant. Donc très souvent sur les animations, j'ai tendance à faire baisser le ton aux acteurs, à dire non, ok, ils gueulent. Évidemment, on va faire comme quand on se parle comme ça. On n'est pas obligé de se parler comme ça alors qu'il y a qu'une table qui nous sépare. On en revient encore à cette idée le côté technique passera si le côté juste est là et c'est pas grave si on. Mais on le voit sinon on ferait jamais de post-synchro sur les films qu'on tourne. En fait, on a fait une scène, on a joué faux une phrase ou en tout cas c'est pas bien. Et on va refermer un sens ou ouvrir un sens sur le même regard. C'est soi-même. On peut faire passer beaucoup de choses différentes dans un même regard. C'est la même chose qu'en image, l'effet Kuleshov. Cet effet Kuleshov, il marche aussi pour nous. Et ça va marcher. Mais l'effet Kuleshov, il s'applique en particulier à un visage neutre. C'est-à-dire que c'est un visage neutre, tu peux lui faire dire ce que tu veux, mais c'est vrai que quand t'as un jeu qui est déjà assez prononcé... Mais en fait, on peut faire dire beaucoup de choses avec un regard, même avec de l'intensité. En fait, on peut fermer, ouvrir. Parfois, on est surpris. Enfin, je pense que vous allez me rejoindre, mais nous, on est comédiens. Et forcément, quand on dirige, il faut qu'on s'enlève ce qu'on aurait fait. Puisqu'on va diriger une autre actrice ou un autre acteur qui va proposer lui son ressenti et ce qu'il est, son jeu. Et parfois c'est étonnant en fait, parce qu'il y a des choses qu'on soupçonne pas et on se dit putain mais ça marche en fait. Mais c'est bien en fait. Ouais. Je crois que la musique c'est pareil, la musique. Et là c'est pareil. Quand les musiciens arrivent avec une musique ou une proposition, c'est toujours à des milliards de kilomètres de ce qu'avait pensé le réalisateur, le scénariste et tout. Et en même temps, ça peut fonctionner, ça peut proposer autre chose, ça peut tout en étant très fort en empreinte. Et c'est ça qui est chouette quoi. Voilà, moi j'ai des acteurs et des actrices avec qui j'aime énormément travailler parce que c'est ça qui va se passer. C'est inattendu. Jamais ce que t'attends, mais que c'est toujours vachement bien. Faut être très flexible de votre côté en tant que directeur artistique, d'être capable d'accueillir ça. Oui. Et puis parfois l'acteur aussi, c'est-à-dire parce que en tant que DA, en fait, on doute aussi. Et parfois, on a besoin d'entendre quelque chose et de se dire non, ça marche pas en fait. Non. Ok, on va faire. En fait, on est tous empiriques.
Et souvent, les acteurs l'oublient un peu, ce petit truc-là, mais parfois, on demande un truc, on a besoin de l'entendre. Et c'est que quand on l'aura entendu qu'on pourra se dire ça marche ou ça marche pas. Parce que les scénaristes peuvent pas faire de leur côté. Ça, c'est intéressant de le dire. Ouais. Et c'est pour ça qu'on reprend parfois des dialogues. C'est pas parce qu'ils sont pas bons, mais c'est parce que à ce moment-là de la scène, dans ce qu'il y a à jouer, ça ne marche pas. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, il me semble, et qui a un lien direct avec le scénario, c'est que parfois, au cours du montage sur des films ou des séries, il y a des incohérences. Ouais. Parce qu'ils ont monté une scène à la place d'une autre ou qu'ils ont pas fait un ADR qu'ils auraient dû faire. ADR, c'est les post-synchro. Je prends un exemple bête. Il m'a appelé 16 fois. Il y a une prise où il va dire il est venu 17 fois, puis toutes les autres fois, il va dire 16 fois. Parce que peut-être l'acteur s'est planté, puis c'est passé comme ça. Et à un moment, on voit que c'est écrit 16. Donc, nous, on va remettre le 16. Par exemple. Alors, c'est bête comme exemple, parce que c'est tout ce qui me vient, mais c'est vrai que ça nous arrive assez fréquemment. Fréquemment, ouais. De clarifier l'histoire, des fois, de ça dire, vous arrive. oui, en fait, là, il y a une incohérence de scénario parce qu'ils ont coupé des scènes, par exemple, mais eux, ils connaissent l'histoire par cœur. Quand on a le nez dans un truc, on a moins de recul. Et tu penses pas que, là, il y a une info qui va manquer. Ça, c'est notre façon où on peut influer sur le scénar. Il lui a dit je l'ai vu hier. Ah bah non, mais attends, il l'a pas vu hier. C'est des choses qui peuvent rester du scénar et qu'on va corriger. Le personnage peut évoluer au fil d'une série ou d'un film. Est-ce que vous travaillez l'évolution du jeu du comédien ou de votre jeu en tant que vous, comédien? J'ai envie de te répondre deux choses. Déjà, effectivement, on n'a pas le temps et quand on arrive, comme tu l'as dit souvent, on sait pas ce qu'on va jouer. Ouais. Donc si tu veux comment bosser l'arche narrative, on joue une situation. Et pour revenir à ça, je ne sais plus quel est ce film avec Daniel Auteuil, que personnellement je trouve un immense acteur. Vraiment. Et il avait fait un rôle visiblement très compliqué, je sais plus du tout quel était le film, je sais pas si je l'ai vu. Et il avait été interviewé au JT de TF1 le soir à 20h et on lui dit mais comment vous avez fait, parce que vraiment la critique est unanime pour lui en disant que c'était peut-être son plus grand rôle, qu'il était extraordinaire, qu'il était machin. Il lui dit mais comment vous avez préparé ce personnage, je sais pas si le mec était pas un serial killer, un truc comme ça. Et il a dit j'ai joué chaque scène. Et j'adore cette réponse parce qu'en fait c'est ça, c'est-à-dire que évidemment que quand on a lu un scénar, on sait de quoi le personnage est nourri, si c'est important au moment de jouer la scène, mais en réalité, dans la vie, ce qu'un personnage joue, c'est l'instant. C'est pas ce qui va lui arriver et il est pas bloqué sur ce qui s'est passé avant. Parfois oui, évidemment, si on est en deuil, c'est là. Si c'est un deuil récent, c'est là tout le temps, par exemple. Mais s'il faut qu'on sourie à un boulot, à un machin, il y a ça, mais en fait la scène et les autres vont pas forcément s'en rendre compte. Donc qu'est-ce qu'on joue à ce moment-là? On joue le deuil ou on joue la situation? On joue la situation. Je fais pareil, c'est assez basique et presque un peu caricatural ce que je dis. Mais du coup, l'arche narrative, il me semble que ça concerne plus justement les scénaristes, les réals. Les traducteurs me disaient par exemple que justement d'avoir les épisodes au fur et à mesure, des fois ils auraient pas traduit pareil s'ils avaient su qu'en épisode 6 il se passait ça, etc. On est d'accord. Ça pour eux c'est un vrai mais c'est au niveau de l'écriture. Ok, donc pour vous la question se pose moins à ce niveau-là. Pour nous elle se pose dans la pour distrib. Ah oui, pour les DA. Dans la distribution des rôles tu veux dire. Parce que le personnage qu'on ne voit jamais et où on entend juste la petite phrase à la fin de l'épisode et qui devient super important et le super méchant de la série à la fin et de toutes les saisons qui viennent. C'est extrêmement difficile quand on a zéro info. On n'a pas forcément casté le bon acteur pour ce rôle-là. Oui, puis par exemple, un personnage qui est tout doux. On a casté un comédien tout doux pour faire cet acteur tout doux. Super. Et puis, saison 4, le mec vrille et devient un serial killer ou devient un monstre et commence à frapper tout le monde. Tous les comédiens n'ont pas les mêmes forces et n'ont pas les mêmes fragilités. En fait, qui dit que ce comédien tout doux, qui double le comédien en français, ou qui double tout le temps cet acteur, un comédien qui fait des films d'auteur, que du drame, d'un seul coup fait une grosse comédie. Et le comédien qui le double habituellement, on l'a pris parce que justement c'est un mec qui vient du cinéma d'auteur en France et tout ça, machin. Quand il va se retrouver à faire un poète-poète, il aime pas ça. C'est compliqué, ça lui parle pas, il aime pas. Donc ça se pose quand même plus dans la cascade de direction de doublage. Ouais, parce que l'arche narrative, en plus, quand on est comédien, très souvent on fait pas dans l'ordre. Oui, pas juste aussi pour c'est ça. Ni en tournage, ni en enregistrement. On peut enregistrer l'épisode 6 avant le 2. Enfin, en tant qu'acteur, on s'en remet au réalisateur, au directeur artistique, en tout cas à cette personne-là. Et à la situation. Il y a qu'au théâtre, où on joue vraiment un personnage de bout en bout devant les gens en direct. Après, en création de voix, c'est un peu différent. C'est peut-être le seul endroit où on va réussir à le faire dans l'ordre, avec un arche narratif. Mais c'est vraiment différent. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du fait que les comédiens enregistrent très rarement ensemble maintenant en doublage, parce que le film est terminé, qu'il y a tous ces chevauchements. En création de voix, on essaie de faire l'inverse. Moi, je mets 4-5 micros et j'essaie de les faire jouer tous ensemble parce qu'on est en train de créer le rythme de la scène et parce qu'on est en train de donner l'impulsion. Là, pour le coup, la voix, l'enregistrement va donner au storyboarder et plus tard au réalisateur, aux animateurs, le rythme.
et ce qui se joue et la situation. Donc là, l'arche narratif a un peu une empreinte beaucoup plus forte, a une empreinte beaucoup plus forte. Là, on arrive sur donc le gros sujet du moment, de l'actualité. Alors c'est un podcast qui est pas forcément d'actualité à la base, parce que en général je traite plutôt ça à la fin, mais qui se présente pour chaque métier que je reçois, qui est donc l'IA. Votre métier étant particulièrement médiatisé sur ce point-là, quel est votre rapport à l'arrivée de l'IA dans le métier? Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous espérez pas? La première chose, c'est que chanter, jouer la comédie, dessiner, écrire, sculpter, peindre, c'est de l'art, c'est de l'artistique, c'est de l'expression humaine. Et que je vois pas ce que l'IA a à venir à faire là-dedans. Mais c'est presque philosophique. Donc l'IA est un outil pour moi, puisque ne crée pas, elle compile, ne s'inspire pas, elle ne recrache pas. On n'arrête pas de dire le ressenti et le sentiment. Alors après, est-ce qu'on est fermé ou pas à l'utilisation de cet outil Il y a plein de choses où ça peut être utile, en fait. Mais à mon avis, pas pour remplacer ce qui est artistique. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau technique, ça peut être un support important et utile pour les humains, pas à la place. Puisqu'on est dans les sujets d'actualité, je ne sais pas où on en sera en octobre quand ce podcast sera diffusé, mais par exemple, moi je suis dans une ville qui teste le vote électronique, à Issy-les-Moulineaux, et moi je suis arrivée le dimanche matin, la machine était en panne. Je vois les anciens qui sont pas forcément connectés sur Internet, ils peuvent plus rien faire. Sans réserver une place par Internet, on peut plus... Enfin, si on laisse l'IA s'installer, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va parler qu'à des ordinateurs. Enfin, moi je suis un peu plus radicale, mais peut-être j'ai tort de dire ça. Hein. Est-ce qu'on a envie que l'IA aide un chirurgien à opérer? Oui. Est-ce qu'on a envie d'avoir un ordinateur qui va nous dire quoi faire quand on a un problème derrière l'opération? Non, je pense pas. Comment l'IA pourrait être à votre service en tant qu'outil sans vous remplacer, ça donnerait quoi? Pour faire ma vaisselle et ma compta. Ouais, ça c'est bien. Par exemple, les traducteurs me disaient que ça pouvait être intéressant quand ça refaisait le labial pour que ce soit plus simple d'un point de vue technique, sans pour autant refaire la voix, par exemple, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être facilitées? Est-ce qu'on a envie de toucher à... Je sais pas si vous avez... Moi, j'ai fait un film comme ça. C'était un DC où il y avait Superman. Et en fait, le film avait pris du retard. Et Henry Cavill, en fait, avait... Ton émission Possible avec la moustache qui avait tourné. Avec la barbe. Ouais, c'est ça. Et alors, donc, nous, les premières images qu'on avait, il avait la barbe avec des petits points partout pour redessiner. Bah, je peux te dire que quand tu vois le film à l'arrivée, tu vois bien qu'il y a un truc chelou sur son bas de visage. Alors, tout ça va certainement évoluer, mais tu vois qu'il y a un truc. Oui, mais est-ce qu'on a envie que ça évolue? Quand on est acteur, on a joué une scène, et puis finalement, attends, on va te mettre une larme, on va te rajouter ça, on va changer ton visage, on va te tordre le visage. En fait, est-ce qu'on a envie? On va rajouter la labiale, est-ce qu'on a donc besoin, ta bouche, est-ce qu'on a envie de ça? changer ça? Le public, dans la vie de tous les jours, va pouvoir le faire. Et c'est plus grave encore. Parce que faire dire à une gamine de 14 ans dans une cour d'école quelque chose qui va la stigmatiser, c'est ces outils-là qu'on ouvre. Moi, je veux pas faire la promotion de ça, en fait. Il y a les projections test aujourd'hui. Ouais. Moi, je le vois quand je dirige des postes synchro. Alors, il y a quelqu'un dans le public qui a fait « Ah, moi, j'aime pas que le personnage, il fasse du vélo. » Alors, vite, hop, on retourne en montage, on coupe la scène où il faisait du vélo dans le film, d'accord? Imagine avec l'IA. Ah, j'aurais bien voulu qu'elle soit brune. Et on change la couleur de cheveux de l'actrice et on lui change la couleur de ses yeux et on fait qu'est-ce qu'on fait en fait? Vous avez parlé tout à l'heure de la voix perroquet. Et donc, dans la mesure où des clients peuvent vous demander de plus en plus de faire un truc qui vous intéresse moins, qui est de copier techniquement ce qui se passe, ça, une IA va pouvoir le faire avec le temps de plus en plus, de mieux en mieux. Donc, il y a aussi la question en amont de l'IA de est-ce que l'exigence artistique de votre client, elle est au niveau qui vous permettrait de vous d'arriver en tant qu'acteur versus une IA? En tout cas, il faut que tout le monde ait de l'exigence. Je veux dire, là, on parle des clients, mais en fait, il faut aussi que nous, dans notre métier, tout le monde ait l'exigence de donner le meilleur de soi-même. En fait, les spectateurs aussi, est-ce qu'ils ont envie de regarder un film avec une voix de GPS qui a la même émotion que tourner à droite? Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir des enfants? En fait, on n'arrête pas de dire depuis le début du podcast qu'on a envie de travailler plus ensemble, de se rencontrer. Ça va ne faire que... Il n'y a plus d'ingénieurs du son, il y a faut pas qu'on perde la capacité de réfléchir non plus, quoi. Parce qu'une fois qu'on a vu tout l'attirail de ce que vous travaillez, de comment vous travaillez, il me disait les traducteurs que ça peut dévaluer un métier de ne plus savoir le faire. C'est-à-dire que si on le fait par une IA, même s'il le fait très bien, le jour où on doit le faire par soi-même, si on n'a pas entretenu le savoir-faire. Mais bien sûr. On perd des savoir-faire. Mais même, en fait, tu vas jamais dire à un comédien, alors, je voudrais que tu aies, je dis n'importe quoi, 20% de colère, 17,5% de tristesse, et puis un peu de rancœur, allez, on va dire 8%. Tout ça avec la voix de Jacques Villeray, mais le regard de Jacques Brel. Parfois, on dirige au geste. Il dit, tu vois, il est plus... Et là, le comédien comprend. Qu'est-ce qui fait que, quand on enregistre avec des enfants, il y a cette spontanéité? Ce qui fait la beauté des enregistrements avec les enfants, c'est les maladresses. C'est le petit défaut de prononciation. C'est le petit mot qu'ils vont écorcher quand il dit le pestacle. Si nous, on le dit, c'est... On fait l'enfant, quoi. Ouais, ça fait l'enfant, mais c'est pas beau. Mais quand l'enfant le fait lui-même en étant persuadé d'avoir dit spectacle, c'est ce qui fait la beauté. Et c'est ça
qu'on n'aura jamais avec l'IA. L'accident va être lissé. Pourquoi on va choisir s'enfuir ou se carapater? L'IA, elle ira pas chercher se carapater. Et puis après, au-delà de notre métier, encore une fois, pour lequel je suis entièrement contre, en fait, je n'ai pas envie d'avoir affaire à de l'IA. Aujourd'hui, déjà, on est confronté à tellement trop de situations. On va voir les gens, bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider parce que là, j'ai pas compris. Ah non, j'ai pas la main. Mais à quel moment l'humanité peut se dire j'ai pas la main? Et pour vous, dans votre métier, ça s'est présenté là. Il y a déjà des cas de figure. J'ai déjà quelqu'un qui m'a dit mais bientôt ce sera l'IA. De toute façon, là pour l'instant c'est cher, mais bientôt ce sera pas cher. Okay. Mais en fait, encore une fois, je pense que c'est de la méconnaissance. Là, on a parlé avec des jargons très très techniques. Imaginez quelqu'un qui a un poste dans la chaîne de fabrication d'un film qui ne connaît pas en fait ce qu'on fait. Cette personne, elle est confrontée à des gens qui disent non mais alors attends parce que là la rythmo tu vas me faire ça, puis l'adaptation puis la DR ça, et puis la personne elle fait oh là, je comprends rien, mais cette personne elle donne les sous pour faire le film par exemple, et elle comprend aucun des professionnels qui parlent. Bah tout d'un coup l'IA elle appuie sur un bouton, elle est pas confrontée à des gens dont elle comprend pas le langage, pas ce qu'ils font, et c'est tout de suite dans son bureau la semaine d'après. C'est plus confortable. Bah c'est exactement comme nous quand on va plus à la librairie et qu'on dit bah c'est chez nous dans 2 jours à la maison. On veut toujours gagner du temps. Plus on ira vite, mieux c'est. Mais peut-être que si on se faisait plus de pédagogie, si on apprenait plus tous nos métiers, ce qu'on fait, qu'on les aime, que on les fait en fait pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, bah peut-être qu'on arriverait à se défendre un peu mieux et à montrer que c'est important de sauvegarder ça. Pour redire qu'il y a quand même plein d'espoir. Ouais. J'étais au Festival d'Annecy la semaine dernière. Tout le monde est absolument pour dire que non, il y aura pas d'IA, qu'on continuera à créer. De toute façon, je pense que même le public, à un moment donné, va faire un choix et que même si ça vient, j'ai de l'espoir en l'humanité pour qu'il continue à préférer aller voir des œuvres et des gens. Est-ce que vous, entre vous, vous aurez une question à vous poser? Céline, vu que tu as écrit des épisodes de choses que tu as dirigées, comment ça s'est passé de te retrouver à la direction de trucs que tu as scénarisés? Parce que c'est encore autre chose que d'adapter. Il y a là très peu de temps, j'ai terminé l'écriture d'une série de docu-fiction sur le 19e siècle. Donc comme j'ai cette corde à mon arc d'être aussi comédienne, j'ai fait toutes les voix témoins. Donc j'ai joué. Qu'est-ce qu'on appelle une voix témoin juste? C'est la voix qui permet aux monteurs, aux animateurs, tout ça, d'avancer en fait sur le film avant de mettre une voix définitive. Okay. Donc c'est comme une maquette vocale. Mais souvent les maquettes elles sont faites par l'animateur, le storyboarder, le scénariste, c'est pas des acteurs, donc c'est un peu rough. Et donc là j'avais la chance de pouvoir donc je l'ai joué. Okay. Et puis je me suis retrouvée avec une actrice qui est venue faire la voix, et où d'un seul coup là c'est mon texte avec ce que moi j'ai voulu dire dans mes phrases que j'ai joué avant, une actrice à qui il va falloir que je laisse de l'espace. Alors que je suis un peu comme ça parce que j'ai écrit et... C'est son bébé. C'est mon bébé. Et donc j'ai fait, je respire. Je fais la première journée de direction et je me dis, c'est normal, c'est différent, c'est normal. Alors, avec des petits moments de crispation de, non, là j'y tiens. Ce tout petit moment-là, j'y tiens. Non, c'est pas facile, c'est très dur. Et j'ai appelé Valérie le soir et je lui ai dit, tu peux témoigner? Je lui ai dit, j'aurais dû te laisser diriger. C'est intéressant. Parce que c'est bizarre. C'est la même chose pour un réalisateur qui entend toujours les voix témoins ou un réalisateur qui a enregistré les voix en anglais, qui entend toujours ces mêmes voix et qui arrive sur une version française avec une autre distribution. Généralement, ça le perturbe pendant un petit moment et c'est normal. Et c'est vrai que sur l'animation française, on a ça beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont entendu des voix témoins. Parfois, elles sont bien, mais parfois, elles sont vraiment pas bien du tout. Ils font un casting, ils ont machin, ils ont des comédiens qui sont super et ils ont envie de réentendre ce qu'ils sont habitués à entendre depuis 6 mois, 1 an. Et là, faut réussir à leur faire comprendre qu'en fait, c'est pas possible. L'animateur qui a fait la voix de tel personnage, en fait, il y a rien qui est bien à part son animation. Donc toi, ça t'a pas finalement aidé? Si, alors après, évidemment, l'avantage, c'est que tu connais tout par cœur, que tu sais tout. T'aurais pas fait la voix témoin, ça aurait été pareil, tu crois? Oui, parce que en fait, quand t'écris... Tu fais ta voix témoin dans ta tête. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être dialoguiste. Je pense que si on est des bons dialoguistes, quand on est un comédien, souvent... Enfin, c'est pas une certitude d'ailleurs, mais quand on aime écrire et que, voilà, c'est parce qu'on les joue. Et donc, si on les joue, on les écrit pour qu'ils soient joués comme on a envie de les jouer. Mais je continue à persister et à signer que ça n'est pas forcément la bonne solution. Ouais. Et que, encore une fois, plus on travaille en équipe, plus il y a je trouve que c'est stimulant de partager ce qu'on a créé avec d'autres. Je prends l'exemple d'un court-métrage où c'est souvent une économie petite. On l'écrit, on le produit, on le réalise, on joue dedans. Et à un moment donné, on est partout. Parce qu'on a cette chance d'avoir ces casquettes-là.
Et à un moment donné, ça fait du bien qu'une script dise « Dis donc, c'est bizarre là, ce truc que le monteur dise « Moi, je vais faire ça », que l'autre acteur dise... Un regard extérieur. En fait, tout le monde devrait travailler plus ensemble, mais tout ça est aussi un problème de droit et de sous, en fait. Et que souvent, on est chacun cloisonné. Les scénaristes, ils sont pas très bien payés. C'est très long d'écrire un scénario. C'est très ingrat. Et c'est très ingrat. Ils sont très mal payés. Et je comprends complètement qu'à la fin de leur écriture, quand enfin ils vont toucher, parce qu'il faut pas oublier qu'ils ne touchent que la moitié de leur salaire au layout pour l'animation, à la mise en production pour un film live. Enfin, c'est vraiment partitionné. Il faut pas l'oublier qu'une somme peut paraître grosse comme ça sur un contrat, mais elle s'étale souvent sur 7 ans. Et je peux comprendre que ces scénaristes-là se disent j'ai sué 100 EO, j'ai dû mettre d'accord le producteur, le distributeur, le financier, le réalisateur. Ils vont changer 3 fois le réalisateur, les ayants droit, le machin, etc. Alors non, je garde mes droits et il y aura pas de dialoguiste et vous vous démerdez. Ça fait 6 ans que vous me faites chier, voilà le scénario, c'est votre problème. Sincèrement, je comprends. Il y a beaucoup d'interventions de David, peut-être au niveau des clients et tout, mais entre vous, dans les métiers créatifs, vous êtes plus cloisonnés. Oui, ça c'est partout. Et puis surtout, on peut finir par épuiser chaque poste sans les avoir laissés travailler ensemble, en fait. Et ça, c'est dommage. C'est intéressant, ok. Et donc, le coup du dialoguiste, il faudrait le repenser, mais en amont, en fait. D'autres questions vous posez les uns aux autres? Moi, j'ai une question parce que vous avez commencé enfant. Comment vous imaginiez, quand vous étiez enfant, ce métier, en fait? Je voulais, et je suis très content que ça ne se soit pas passé. Moi, je voulais devenir une star. Maintenant, je suis très content et c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Mais petit, oui, bien sûr. C'était ça, ma vision du métier, qu'on m'écoute, qu'on m'aime, qu'on me regarde et qu'on me reconnaisse dans la rue. Maintenant, c'est jouer des choses qui me plaisent et qui m'amusent et qui ont un sens, qui pour moi ont un sens en tout cas. Mais petit, je pense que tu joues la comédie et t'es doué, comme tu peux être doué au foot ou aux échecs, et que t'es doué pour ce jeu-là. Et après, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu transformes l'essai? Est-ce que tu travailles après pour devenir un comédien adulte? Est-ce que dans de très rares cas, ils n'ont pas besoin de travailler, mais c'est très rare, parce que nous qui avons grandi avec beaucoup d'enfants comédiens, on en a vu, qui, une fois passé l'adolescence, en ne se remettant pas tellement en question, en n'allant pas prendre de cours, en machin, sont devenus simplement très mauvais et ont arrêté. On a tous vu la star du cours qui est hyper douée, qui est brillante ou brillant, machin, qui en fait se repose un peu sur ses lauriers et qui se fait doubler par celui ou celle qu'on n'avait pas vu venir, qui était pas très doué, mais qui a tellement bossé que finalement, celui ou celle qui tourne 3 films par an maintenant, c'est celle-là. Il y aura toujours une exception à ça, j'imagine, mais en tout cas, c'est sûr que le travail paye, alors que c'est pas sûr que le talent paye. Moi, c'est ce que je pense. Oui, on parlait de la spontanéité des enfants. Cette spontanéité, ils la perdent à un moment donné. Et c'est par le travail qu'on arrive à proposer un jeu d'acteurs qui tient la route. Il y a une transition à faire depuis le jeu spontané. Il y a une transition à faire obligatoirement, même si c'est organique, même si. Vraiment, cette spontanéité qu'ont les enfants, aux alentours de 12-13 ans, ils commencent à perdre cette spontanéité et ils sont dans l'adolescence, ce que va penser les autres, comment ils me regardent. Je me regarde faire, etc. Voilà. Et donc, du coup, ils ne vont plus ressentir la scène ou comme ils le faisaient avant. Ils vont l'intellectualiser, refuser de faire certaines choses. Et là, on va les perdre, en fait. Et on n'a pas la même exigence non plus. C'est-à-dire qu'un enfant, ça va être dedans, comme on dit. C'est-à-dire que il va être au bon niveau sonore, dans la bonne énergie, dans la bonne intention et synchrone. On va pas lui demander d'aller beaucoup plus en profondeur parce que la plupart du temps, il y a encore des exceptions. La plupart du temps, ce qu'ils ont à jouer, c'est des rôles d'enfants. C'est pas forcément des rôles d'enfants soldats. Ce que je dirais en plus, maintenant, les enfants soldats, la DAS dit non. Donc, alors que après, on commence à avoir des choses à jouer différentes. Les personnages sont plus épais. C'est ça aussi qu'il faut savoir faire. Il y a de la nuance, de l'ironie. Voilà, un enfant, c'est basique. C'est-à-dire, il est content à l'instant T et il est pas content à l'instant juste après et il est recontent juste après. C'est profond, un enfant. Mais en l'occurrence, la façon dont ça se manifeste, souvent, ça l'est pas. Donc, ça a pas besoin de ça. En revanche, quand d'un seul coup, un adulte, quand tu dis, il est 9h30 du matin et tu perds ton enfant en accouchant, ça demande un peu plus de vécu, un peu plus de profondeur pour jouer ça que pour jouer, il m'a volé mon ballon. Ouais, je vois. Je schématise, Si vous aviez un message à faire passer à la communauté des scénaristes, qu'est-ce que vous leur diriez? Travailler avec nous, les acteurs, créer des liens, nous on demande que ça. Venez sur les plateaux, venez voir. Venez voir vos œuvres. Merci beaucoup pour vos réponses. Bisous.
Les comédiens de doublage et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Céline, Valérie et Hervé pour leur participation. Merci à Anthony Panetto pour son aide précieuse dans l'organisation. Merci à la Bibliothèque du cinéma François Truffaut pour l'accueil de l'enregistrement. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.